Alors, à travers cette vidéo, je vous propose un corrigé donc de l'exercice 1 du chapitre 5 sur les titrages, pour ceux qui n'ont pas pu venir en classe cette semaine, pour les autres aussi d'ailleurs. Donc, c'est un exercice avec pas mal de documents qui est assez difficile et assez complet. Donc, quand on a pas mal de documents comme ça, ce que je vous conseille, c'est juste de les survoler. Si on les survole, on voit que le document il sert à rien, c'est pour ça qu'il n'est pas ici. Et d'aller directement aux questions avant de relire le document attentivement, d'accord. Donc typiquement, les premières questions qu'on vous demande, c'est faire un schéma légendé du titrage. On voit tout de suite qu'il faut aller chercher les informations dans le document 4. Donc on commence par faire une durée graduée, un Erlenmeyer. Alors à la règle de préférence, moi si je commence à sortir la règle, j'en ai pour une demi-heure, hein, c'est pas le but du truc. Ok, et on va aller chercher ce qu'on met dans la burette, on va aller chercher ce qu'on met dans l'Erlenmeyer. Donc on veut titrer une solution d'eau oxygénée, c'est-à-dire savoir la concentration au peroxyde d'hydrogène qu'il y a dedans. Donc on va aller chercher les informations relatives au peroxyde d'hydrogène dans le document 4. Hop. Alors déjà, on va quand même noter qu'on a une solution de départ qu'on a diluée 10 fois, ça va forcément nous être utile. Et puis on sait qu'on veut en doser un volume qui vaut 10 ml. On ne tiendra pas compte des incertitudes pour cette partie-là. Et cette solution, elle s'appelle S1. Donc, on sait que dans l'Erlen, ici, j'ai une solution S1, que c'est de peroxyde d'hydrogène, et qu'on en a mis un volume V1 qui vaut 10 ml. Et si vous avez bien compris le rôle d'un titrage, forcément, on ne connaît pas C1, puisque ça va être le but du titrage. Alors, avec quoi est-ce qu'on va titrer cette solution? Eh bien, avec des ions permanganate. Alors, les ions permanganate, vous remarquerez qu'il n'y a pas la formule dans l'énoncé, c'est tout simplement parce que j'ai repris un TP de l'an dernier, et l'an dernier, on utilisait relativement souvent cet ion avant qu'il soit classé CMR. Donc, permanganate de potassium, on vous donne la concentration, et forcément, vu qu'on est en exercice, on vous donne le volume équivalent. En manip, hein, c'est vous qui l'aurez trouvé expérimentalement. Le permanganate, je l'ai surligné en violet parce qu'en fait il a cette belle couleur là, exactement celle avec laquelle je l'ai surligné. Et donc, quand on le verse dans une solution incolore, lorsqu'on arrive à l'équivalence, lorsqu'on passe l'équivalence, on passe dans l'Erlenmeyer de la couleur incolore à la couleur violette. Donc, dans la burette, le réactif titrant, donc c'est une solution titrante S2 avec le réactif titrant qui est l'ion permanganate, MnO4-. Et puis on sait qu'on a une concentration qui vaut 2,0010 puissance moins 2 mol. Alors, je vais faire ça proprement quand même. Mol par litre. Et on a un volume équivalent qui vaut 17,2 millilitres. Voilà. Alors, vous regarderez le volume équivalent tout à l'heure, ce ne sera pas forcément le même puisque j'ai repris la copie d'un élève de l'an dernier. Bien. Voilà. Ce qui est important, c'est que ici, on peut même rajouter dilution dixième pour se rappeler comment retrouver à 0. Avec ce schéma-là, normalement, avec le schéma qu'on a fait, on n'a plus besoin de regarder l'énoncé par la suite, on n'a plus besoin d'aller exploiter ce document 4. C'est le but d'un schéma. C'est de pas se traîner de documents, toujours à les relire. Ensuite, on vous demande les demi-équations électroniques et l'équation de la réaction chimique support du titrage. Vous trouvez l'oxydant, le réducteur, l'oxydation et la réduction, de manière à réinvestir un peu le vocabulaire. Donc ici, il faut tout de suite aller repérer en fait l'ion permanganate, parce qu'on remarque que H2O2 il intervient dans deux couples. Donc si on commence par raisonner sur l'ion permanganate, qui est ici, qui est un réactif, on voit que c'est un oxydant. Le choix du deuxième couple, on n'a pas besoin, plus de questions à se poser, puisque dans le couple de gauche, ici, on a H2O2 qui est un oxydant, et ici c'est un réducteur, donc un oxydant, ça réagit forcément avec un réducteur.
on a donc nos deux couples hein, qui ont été identifiés. Donc pour écrire l'équation après, c'est assez facile. Hein. On écrit les espèces conjuguées de part et d'autre du signe égal pour chaque couple. On fait bien attention d'écrire le réactif à gauche du signe égal. Hop. Donc ça donne ceci. Voilà. Donc, pour le couple du peroxyde d'hydrogène, donc H2O2O2, première étape. Ensuite, on remarque qu'il manque 2 hydrogènes, donc on ajoute 2 H+. Et donc si on ajoute 2 H+, on se rend compte que la charge est nulle à gauche, elle est de +2 à droite. On ajoute donc 2 électrons. Pour le couple lié à l'eau-permanganate, ici, on écrit les deux espèces conjuguées de part et d'autre. MnO4- le réactif à gauche, Mn2+ à droite. On vérifie que la conservation de l'élément manganèse, c'est bon, on a bien un de chaque côté. Par contre, l'oxygène, il y en a 4 à gauche, on ajoute donc 4 molécules d'eau à droite. Ensuite, quand on ajoute 4 molécules d'eau à droite, il est obligé d'ajouter 8 ions H+, à gauche. On a le droit, hein, puisque l'eau c'est le solvant, et le permanganate, pour faire un titrage, on l'acidifie. On compte la charge globale. Okay. Avant ajout d'électrons, ici on se rend compte qu'on est à 7, ici on se rend compte qu'on est à 2. Il faut bien ajouter 5 électrons pour égaliser les charges plus 7 et plus 2. Hop, on peut effacer nos charges. Ici, on échange 5 électrons. Ici, on en échange 2. Je veux trouver donc un multiple commun à 2 et 5, c'est évidemment 10. Donc on va s'arranger pour que les deux échangent 10 électrons. Donc on multiplie la première par 5, la deuxième par 2. On distribue, ce qui nous donne l'équation qui est là. Donc 5H2O2, plus 10 électrons, plus 2 MnO4- plus 16H+, donne 5O2, 10H+, 10 électrons, 2Mn2+, 8H2O. On simplifie ce qu'on peut simplifier. On a 10 électrons ici, 10 électrons ici, qu'on est obligé de simplifier, d'accord? C'est normal que les électrons se simplifient, sinon il y a une erreur. Et puis, vu qu'on a 16H+ d'un côté et 10 de l'autre, on laisse 6H+ à gauche. Là, dans l'idéal, il aurait fallu réécrire cette équation au propre, d'accord? Parce que ça commence à être le bazar. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demandait? Définir l'équivalence. Alors, oxydant, réducteur, oxydation, réduction. Donc, oxydation, c'est bien celle-ci, c'est bien une perte d'électrons. Hein. On voit que les électrons ont été perdus parce qu'ils sont à droite. Donc, forcément, l'autre, c'est une réduction, c'est un gain d'électrons. Donc, on a gagné des électrons. Et puis, l'oxydant, c'est celui qui gagne des électrons, c'est MnO4-. Et le réducteur, celui qui en perd, c'est H2O2. Voilà, c'était bien fait ici. Hop, définir l'équivalence. Alors, définir l'équivalence, le mot définir, ici. Hop, définir, ça veut dire donner la définition. Ok, donc il faut simplement dire, à l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. Ou alors, à l'équivalence, le mélange solution titrante, solution titrée est stoichiométrique, réactif titrant, réactif titré est stoichiométrique. En tout cas, il faut qu'il y ait le mot stoichiométrique qui apparaisse quelque part. Et ensuite, on vous demande du coup, à partir de cette définition, de trouver la relation qu'on peut écrire entre les quantités de réactifs à l'équivalence. Alors, là, il l'avait fait sous la forme d'un tableau d'avancement, hein, puisque l'année dernière, j'avais demandé de redémontrer cette relation. Vous avez le droit de l'utiliser directement. Tac. Donc, elle est ici. Hein, c'est bien la quantité de matière du manganèse versé à l'équivalence sur son coefficient stoichiométrique qui vaut 2, divisé par la quantité de matière de peroxyde d'hydrogène qui était présente dans l'ARN mais à l'état initial, divisé par son oxyde stoichiométrique, qui sont égales. Donc c'est ceci la relation à l'équivalence. Ok. Avec un E ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais ici c'est un. Voilà. Hop, et ensuite, pour trouver la concentration puisque la question d'après, ça va être de trouver la concentration molaire en ion peroxyde dans la solution S1 et de trouver la concentration molaire en peroxyde d'hydrogène de la solution S0. On va se faire tout ça d'un coup. Hop, 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 hop. Donc on part de notre réaction d'équivalence et puis on applique le fait que N, on sait que c'est
C fois V, hein, ça il faut la sortir par cœur. Donc tout simplement, on remplace ici, hop. Et là, voilà, donc, il était quand même pas très à l'aise avec les notations, donc on va la réécrire correctement, cette relation et l'équivalence avec les concentrations. Hop, hop, hop. Donc ici, on va écrire que c'est, donc là, pour le peroxyde d'hydrogène, c'est C1 fois V1 sur 5, c'est un peu épais ça. Égal, je peux rien faire là, non? Merci. Voilà. Égal, donc du coup, C2 fois le volume équivalent sur 2. Et puis, ça, il faut que vous sachiez faire ça. Moi, ce qui m'intéresse, on a dit que c'était C1, donc il va falloir que je l'isole. Et ben, vous multipliez par la fraction inverse ici, hein, donc vous multipliez par 5 sur V1 pour isoler C1, et vous faites la même chose à droite, ce qui fait que C1, c'est égal à 5 fois C2 fois VE sur 2 fois V1. Ok. Donc ça, il faut savoir le faire, c'est des maths, hein, il faut que vous soyez à l'aise avec ça. Vous pouvez faire plus de lignes hein, si vous avez besoin, c'est pas très grave. La suite, donc il a bien remplacé, ok. Voilà, alors, il a juste changé le volume équivalent, il a pris la valeur qu'il avait trouvée, donc on va continuer avec ces valeurs. Hop, donc il fait l'application numérique, tac, ici, en plusieurs fois, et on trouve directement le résultat qui est là. Ok, donc ça, c'est la concentration C1. On sait que pour trouver la concentration de la solution S0, eh ben on a dilué 10 fois S0 pour obtenir C1, donc forcément on a S0 qui vaut 10 fois. Alors, là c'est pareil, une erreur de la part de l'élève, hein. On ne peut pas écrire qu'une solution est égale à 10 fois une solution. Ce qu'il faut écrire normalement c'est C0. Oh là. Okay. C0 égale 10 fois C1. Ok. Donc on est bien 10 puissance moins 1 mol par litre. Hein. Donc 8,5 fois 10 puissance moins 1 par litre. Alors à nouveau, hop, c'est pas si bien que ça ce compte rendu. Ok. Ensuite, on a trouvé donc la concentration d'une solution d'eau oxygénée. La question suivante, c'était de trouver la quantité de peroxyde d'hydrogène contenue dans 1 litre de solution. Alors là, c'est un petit piège calculé, il n'y a pas de calcul à faire. Hein. Si vous trouvez une concentration qui vaut 8,5 fois 10 puissance moins 1 mol par litre, bah forcément, par définition, hein, c'est le nombre de moles qu'il y a dans 1 litre, la concentration. Donc, n'allez pas faire un calcul, ça sert à rien ici. Le résultat il est évident. Voilà, donc on a la quantité de matière de peroxyde d'hydrogène qu'il y a dans une bouteille d'1 litre d'eau oxygénée. Alors ensuite, on vous demande de vérifier donc, le titre de la solution d'eau oxygénée. Donc c'est un titre, hein, si on regarde ce document-là, la concentration de peroxyde d'hydrogène, elle est indiquée en volume. Donc on va chercher quel volume, hein, à quel volume est cette solution. On appelle aussi le titre. Ce sera donc le document 2. Donc pour ça, on vous demande déjà de faire quelques constatations. C'est que le peroxyde d'hydrogène, c'est une espèce chimique qui a à la fois des propriétés oxydantes et des propriétés réductrices. Alors ouais, effectivement, si on regarde les couples, si il est oxydant, il est réducteur, pardon, alors qu'ici, il est oxydant. D'accord. Donc si on cherche à compléter, lorsqu'il se comporte comme un oxydant, son réducteur conjugué est lorsqu'il comporte comme un oxydant, c'est-à-dire qu'il est à gauche du slash, donc le réducteur c'est l'eau. Ok, donc son réducteur conjugué, ça va être H2O. Ok, on a donc un couple avec H2O2, H2O. Et puis, lorsqu'il est réducteur, c'est le couple qu'on a écrit tout à l'heure, l'oxydant c'était O2 et on a un couple O2
H2O2. Et donc, sous l'effet de la chaleur ou de la lumière, ça veut dire qu'on va pouvoir faire réagir l'eau oxygénée en tant que réducteur avec l'eau oxygénée en tant qu'oxydant. Ok. Et former les deux espèces conjuguées. Donc cette réaction, hein, c'est une dismutation. On avait déjà vu un ou deux exemples dans les exercices. Donc il faut montrer que l'équation de dismutation, c'est celle-ci. Alors ça se fait même sans oxydoréduction, mais le but c'est quand même de travailler la technique avec les demi-équations. Et après, il y a directement sur une RPS, celle-ci j'aurais pu indiquer, hein, ça se fait pas tout seul. Donc on va regarder la démarche, donc le but de trouver le titre. Alors, hop. Où est-ce que c'est ce truc-là? Ça va être... hop, ici. Donc on prend ici H2O2 en tant qu'oxydant. Ok, on écrit H2O en face. Toujours la même technique, on commence par équilibrer l'oxygène avec H2O, ça tombe bien, il est déjà là, donc on prend 2 molécules d'eau. Ensuite, quand on prend 2 molécules d'eau, on se retrouve avec 4 hydrogènes à gauche, il faut donc en rajouter 2 H+ à droite. On se retrouve avec 4 hydrogènes à droite, il faut rajouter 2 H+ à gauche, pardon. 2 H+ à gauche, on rajoute 2 électrons, on a notre deuxième demi-équation. L'autre, on l'a déjà fait tout à l'heure. On a 2 électrons échangés dans chacune, donc on peut les sommer directement sans trop s'embêter. On obtient l'équation de réaction avec des H+ de chaque côté. Là, on n'a directement pas mis les électrons, hein, on aurait pu les rajouter et les simplifier. Et on a bien l'équation demandée. Donc pour trouver le titre, on va quand même relire le document 2 qui nous dit que une concentration, c'est indiqué en volume. Donc à X volume, c'est X litres de dioxygène par la décomposition d'un litre de solution. Là, ça tombe bien, on a trouvé la quantité de matière de peroxyde d'hydrogène qu'il y avait dans un litre. On a trouvé l'équation où le peroxyde d'hydrogène libère de l'oxygène. Ok, donc on devrait pouvoir s'en sortir. On regarde un peu comment on fait. Donc ici c'était bon, ici c'était bon. On va passer ici. Alors on peut faire un tableau d'avancement, mais on peut tout simplement dire aussi que on a... Voilà, on regarde comment il a fait là. On fait un tableau d'avancement, puis je vous montre après comment on peut faire assez simplement. Hop, donc il a fait un tableau d'avancement classique, l'élève là. Donc il a écrit la quantité initiale de peroxyde d'hydrogène. Au départ, on n'a pas d'oxygène. Ici, si on veut, on peut écrire C. Voilà. Et donc à l'état intermédiaire, on consomme bien 2X à chaque fois qu'on fait la réaction, il nous reste ça, on forme X oxygène, puis on se retrouve ça avec ça à l'état final. Pas besoin de faire d'hypothèse puisqu'on n'a qu'un seul réactif, donc on trouve que X max, ça va être ce qu'on a au départ moins ce qu'on a consommé au maximum. Tac. On a la valeur de X max. Okay. Et X max, c'est aussi la quantité d'hydrogène libérée, et on arrive à s'en sortir. D'accord? C'est aussi la quantité de matière d'oxygène libérée. Ou alors tout simplement, hein, vous dites que 2 moles de H2O2 libèrent 1 mole d'oxygène. Donc on libère 2 fois moins d'oxygène que ce qu'on consomme en H2O2. Donc vous divisiez tout simplement le 8,5 fois 10 puissance moins 1 par 2 et vous aviez la quantité de matière en dioxygène. Une fois que vous avez la quantité de matière en dioxygène, eh bien, on va utiliser la fameuse formule avec le volume molaire. Ok. Donc le volume libéré, ça va être la quantité de matière fois le volume molaire qui vous est donné. Ok, donc là vous avez des moles, vous avez des litres par mole. On se retrouve bien avec un volume en litres. Donc 9 litres et demi pour le titre volumique. Et sur l'étiquette, on vous dit que 1 litre de solution d'oxygéné libère 10 litres de O2. Hop, on trouve nous 9,5, ce qui trouve à quelque chose relativement proche. Et relativement proche, normalement, c'est pas quelque chose qu'on peut dire. Si on veut avoir un raisonnement un peu plus fin, on est obligé de passer par les incertitudes. D'accord? Ça, c'est la 4e partie. Je vous laisse juste déjà digérer ça et ce sera très bien.